Bienvenue sur la plateforme Build Africa Together. Je suis heureuse de vous retrouver sur le podcast Histoire d'audace. Aujourd'hui, je reçois Djibril Dramé, a.k.a. Gadaye, directeur artistique et artiste visuel. Bonjour Djibril. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast Histoire d'audace. C'est un grand plaisir, je suis super honorée. Plaisir partagé, je suis honoré également. Merci. Ouais. Djibril, on te connaît comme photographe, directeur visuel. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu es aujourd'hui sans la photographie? Comment est-ce que tu te décrirais? C'est une excellente question. Je pense que je suis d'abord un artiste et après la photographie m'a rattrapé parce qu'à la base, j'ai commencé comme graffeur avec mon cousin des Misérables Graphes qui s'appelle Deep, qui m'a mis dans le graffiti. Parce que en réalité, j'étais très nul en maths. Je le suis toujours, ça n'a pas changé. Vrai. Ça n'a pas changé. Et donc, du coup, je dessinais très souvent sur mes copies de mathématiques et un beau jour, il me dit, pourquoi ne pas nous suivre quand on fait les graffitis? Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le graffiti, en remplissant, disons, ces murs-là. Et un beau jour, j'ai connu mes limites parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient là et qui étaient beaucoup plus talentueux que moi, comme Matzo, comme Willy Kemptan, qui était un peu plus âgé que moi, et tant d'autres artistes comme King Mo, etc., qui font partie aujourd'hui du RBS Crew, qu'aujourd'hui, ils ont même une académie de graffiti ici à Guédiawaye. Donc, quand j'ai vu leur graffiti, je me suis dit, pourquoi ne pas documenter le graffiti? Donc, c'est comme ça que je suis entré dans la photo, en documentant le graffiti. Donc, j'ai une grande base de données de documentation. Peut-être même, ça doit être la plus grande base de données en documentation de graffiti en termes d'interviews et en termes de photos au Sénégal. D'accord. Ouais. Donc, en fait, le fait d'être pas bon en maths t'a amené aujourd'hui à ce que tu es. Oui. C'est magnifique. Oui. Et pour moi même, c'est mathématique aussi. Mais oui. En quelque sorte. Donc, si je comprends bien, donc tu écrivais sur tes cahiers pour laisser passer les maths. Oui. Tu as fait du graffiti, tu t'es rendu compte très rapidement qu'il y en avait des meilleurs que toi. Oui. Donc, tu es super conscient de tes capacités, de tes limites. Oui. Et tu as eu un rebondissement d'esprit en te disant, puisque je suis pas non plus le meilleur dans ça, moi, je vais prendre des photos et je vais documenter. Ouais. Et ça t'est venu comme ça. T'avais jamais eu avant touché un appareil photo? Non. Ça t'est venu juste parce que tu t'es dit, je suis pas meilleur dans ça, je fais ça. Oui, mais tu sais, ça, c'est vrai, c'est que j'ai toujours été conscient avec mes limites, mais aussi j'ai été vraiment épaulé par mon cousin qui s'appelle Deep, des Misérables Graphes, qui m'a donné, disons, le premier appareil photo, mais aussi qui m'a donné le graffiti même. Ouais. Donc, c'est vraiment grâce à lui, quoi. D'accord. Mais aussi, j'ai été conscient de mes limites pour me dire, je vais arrêter le graffiti et maintenant utiliser parce que pour moi, la photographie, c'est le même processus, ou la vidéo, ou même le son, c'est le même processus que faire de la peinture. C'est juste un élément ou bien un outil qu'on utilise pour faire passer son message ou bien son art. Donc, et de l'autre côté aussi, ça m'a permis parce que en même temps, j'étais aussi, je suis toujours photographe commercial. Je fais toujours du commercial. Donc, ça m'a permis aussi, à mes débuts, je me souviens, j'avais des clients et ils me disaient, mais ça, c'est quoi ça? Parce que souvent, je venais avec mon œil artistique. Alors, pour moi, c'était de l'art, alors que eux, ils voulaient du commercial. Ouais. Donc, très tôt aussi, ça m'a aidé à comprendre que, pour vivre ou bien pour survivre, il va falloir que je trouve d'autres moyens, c'est-à-dire faire mon art qui me rapporte beaucoup, mais aussi pouvoir être juste photographe commercial pour des clients qui ont des projets. Et aujourd'hui, au début, c'était des petits clients et aujourd'hui, c'est des gros clients, quoi. D'accord. Ouais. C'est super intéressant parce que tu t'es décrit tout de suite comme artiste. Ouais. Donc toi, c'est vraiment ta définition en tant que Djibril Dramé. Ouais. Et en même temps, en tant qu'artiste, je te trouve super structuré dans le sens où tu rebondis à chaque fois. Tu te dis, tiens, ça,
c'est pas trop mon truc. Ou alors, j'aime bien, mais c'est pas forcément là. Donc, je vais faire autre chose. Et à chaque fois, t'arrives, en fait, à te dire, tiens, la photographie, moi, j'aime tout ce qui est photographie artistique. Mais la photographie commerciale, c'est ce qui va me donner un peu plus d'argent. Ouais. Donc, je vais les parfaire, je vais le faire bien. Ouais. Et je vais m'éclater aussi dans la photographie un peu plus artistique pour pouvoir justement gagner ma vie quand des personnes affûtées peuvent vraiment repérer et apprécier cette photographie artistique. Ouais. Et le côté commercial qui permet au plus grand public d'apprécier un peu aux agences marketing, de communication qui peuvent aussi faire appel à tes talents en fait. Absolument, absolument. Il y en a avec qui j'ai beaucoup bossé. Je vais pas citer de nom, mais que ce soit les grandes boîtes qui sont là dans la télécommunication. Donc j'ai eu l'honneur de bosser récemment avec toutes ces boîtes-là qui sont même des concurrents. Et souvent ils viennent vers moi parce qu'il y a quelque chose que je donne. Et c'est avec ça que je peux aussi me permettre de nourrir ma famille, mais aussi de travailler avec des collaborateurs qui sont là avec moi depuis une dizaine d'années. Je peux en citer Silvio Bizenga, qui est mon collaborateur depuis 10 ans et on fait toutes les grosses campagnes ensemble et des stylistes, parce que les gens pensent que souvent des campagnes publicitaires ou bien la photo commerciale, c'est juste le photographe qui arrive et qui fait la photo. Non, c'est toute une équipe, c'est une économie créative. C'est le styliste, c'est les annonceurs, c'est le régisseur, c'est les techniciens, ceux qui amènent la lumière, ceux qui font autre chose, les directeurs de photographie, etc. Donc oui, moi je pense que j'ai été aussi très chanceux d'avoir eu des collaborateurs qui me comprennent, mais aussi qui ont cru à ce que ça pouvait devenir. Ouais. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, quoi. D'accord. Ouais. Pour revenir un peu à la genèse du podcast, toi, tu es né, tu es au Sénégal, tu as grandi au Sénégal, tu es un pur produit local. Ouais. D'accord ? Donc, comment ça se passe ? Donc, est-ce que tu as déjà eu à un moment donné envie de partir ? Ou alors, ou est-ce que tu t'es dit tout de suite, la photographie, c'est ce que j'aime, je déroule ici et on verra où ça me mène. Alors, moi, j'ai jamais été, je me souviens être, moi, je suis né à la Médina, et puis j'ai grandi un peu à Diamaguène Sicap Mbao. Mais tous mes amis, ils ont toujours voulu partir. Et moi, j'ai jamais été dans cette mouvance-là de partir. J'ai jamais été intéressé par l'Europe. J'ai jamais été intéressé par les États-Unis. Mais quand même, aussi, j'ai eu la chance très tôt d'avoir rencontré une dame, parce que c'est d'ailleurs quand je faisais des documentations sur le graffiti, et que s'il y avait une journaliste de Arte, Suzanne Lower, qui était venue pour peindre un documentaire autour de la jeunesse, plutôt qu'autour des violences pendant les élections, etc., des violences électorales. Donc oui, elle a voulu me suivre pendant que je faisais la documentation du graffiti. Et par la suite, elle a vu les photos, elle m'a dit, mais est-ce que tu serais intéressé à faire une expo en Allemagne? Donc, du coup, très jeune, j'ai eu cette chance-là de voyager. D'accord. Donc, je suis parti en Allemagne où j'ai fait une première expo, Ma ville colorée, une expo de graffiti qui, par la suite, est revenue à Dakar en 2014, au Goethe, et puis en 2015, à Abidjan. Donc, oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé à démystifier l'Europe, à démystifier aussi le voyage. Parce que peut-être que si j'étais resté plus tard et que j'avais pas eu cette chance-là, donc oui, je pense que je suis privilégié, mais aussi je pense qu'au fort intérieur de moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu foi en ce qu'il fait, mais aussi en ses rêves, au fait. Et mon rêve a toujours été de voyager un peu partout à travers le monde, mais aussi de revenir, toujours savoir que mon inspiration, c'est ici, mais aussi c'est ici que je peux créer quelque chose que je peux dire, ça c'est pour moi. Je sais que oui, en Europe ou aux États-Unis,
On peut dire oui, la voiture t'appartient, mais en réalité, la voiture ne t'appartient pas. C'est à l'assurance. Tu dois payer. La maison, elle t'appartient pas. Etc. Donc oui, moi je pense que c'est une chance aussi d'être né ici dans ce pays-là, qui te permet de connaître le monde sans même quitter le monde. Ouais. Parce que c'est un melting pot, mais aussi au niveau même traditionnel, c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique, ouais. D'autant plus que toi, tu as été repéré Ouais. pour tes créations que tu as faites ici au Sénégal. Donc, Ouais. en faisant ça, donc en faisant ces poteaux de graffiti de l'extérieur, Ouais. on a repéré ton talent et on a repéré ton œil artistique. C'est ça qui t'a permis d'aller justement, comme tu disais, à l'étranger. Ouais. Donc, en fait, ça a été pour toi une terre d'opportunités. Ça n'a pas été une terre de défis ou une terre de complications. Oui. Ouais, Oui, c'est ça. Oui, Ouais, oui. d'accord. Absolument. Moi, quand je suis arrivé en Allemagne la première fois, à Freiburg, j'arrive avec mon petit sac. À l'époque, je voyageais... C'était ton premier voyage à C'était mon l'extérieur. premier voyage à l'extérieur, avec un petit sac militaire là, où j'ai mis tous mes bagages. Et j'arrive à Freiburg, à la Hausejugend, je vois mon nom, Djibril Dramé, ma ville colorée, avec un gros poster. Alors, j'ai flippé. Ouais. J'ai dit, waouh, moi, je peux pas. Ça, c'est mon premier voyage et je vois ça. Ça m'a chamboulé un peu. Ouais. Après, je me suis ressaisi. Ouais. J'ai dit, ben, voici mon rêve. Voici ce que je dois faire. Je commence à le toucher. Oui, je commence à toucher. Ouais. Et aujourd'hui, je suis heureux, actuellement de voir, que j'ai été un peu partout. J'ai été à la foire de 154, Paris, Christie's. J'ai exposé un peu partout à travers le monde. Actuellement, j'ai une expo au musée dauphinois à Grenoble, où j'expose un projet qui s'appelle Sabodola Riders, qui porte sur l'exploitation de l'or à Sabodola et son impact sur la jeunesse à Sabodola. D'accord. Donc, ce projet-là est actuellement en train d'être montré à Grenoble. En France. Donc Ouais. oui, je pense que c'est magnifique de pouvoir, Ouais. oui, faire ça. Et toi, du coup, donc tu es, comme je disais, tu es un pur produit ici. Donc tu as une famille sénégalaise classique. Tu es né à Médina. Comment est-ce que tes parents ont accueilli ça? Parce qu'ils te mettent à l'école, c'est pour que tu puisses faire des maths. Ouais. Pour que tu puisses les comprendre, pas dessiner. Donc toi, tu viens, tu dis, je dessine. Je fais des graffitis et en plus de ça, je fais des photos. Oui. Comment est-ce que ça a été accueilli? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont compris? Oui. Comment est-ce que tu as pu partager ça? Non, moi je pense que comme tout artiste, hein, même, je pense que le problème de l'artiste, il est universel. Mais je pense qu'au Sénégal, oui, comme tu dis, la tradition, moi je viens d'une famille religieuse. Mon grand-père a rencontré Serigne Touba quand il avait 27 ans. Donc, au village, ce n'est que le Coran et les chants, les travaux champêtres. Ma mère, elle est de Kaolack. Mais heureusement, fort heureusement, ma mère, son père était un artiste, Mame Saliou Sarr. Et donc, elle avait compris. Elle m'a l'a jamais dit. Par la suite, j'ai su. Mais elle avait toujours compris. Mon père, moins. Mais aussi, il n'était pas genre, il faut pas faire ça. Et c'était jamais quelque chose que j'ai amené à la maison aussi. Je pense que les dessins, oui, depuis jeune. Mais sinon, mon père est venu à mon premier expo il y a pas longtemps, durant la biennale dernière. L'année dernière? Oui, cette biennale-là. Ah oui, ouais. Cette biennale-là. Ma mère, oui, elle est venue plusieurs fois au Goethe. Elle était venue pour voir mon expo Ma ville colorée. Et mon père sur migration et identité, parce que je développe beaucoup sur migration et identité. Normalement, ça c'est ma vie, mais aussi la vie de beaucoup de gens. Et donc oui, maintenant il peut pas voir. Donc il a perdu sa vision. D'accord. Mais il a touché les œuvres, donc Ouais. j'étais très ému. Très fière, j'imagine. Ouais, très fier aussi Ouais. de le voir en tant que marabout, issu d'une famille marabout et qui finalement aussi a accepté, mais est venu même, s'est déplacé, même s'il ne voit pas, il l'a touché. Il a touché. Ouais. Oui, et l'expo est toujours sur la corniche d'ailleurs. D'accord. Au niveau de la corniche ouest, là où les gens s'entraînent. Donc oui, je pense que la famille, ils ont bien accueilli. J'ai pas eu beaucoup de soucis en termes d'accueil. Oui, normalement, tu sais, quand tu restes 1 an, 2 ans, tu fais pas d'argent, ils vont s'inquiéter.
Mais le jour où j'ai dit à ma mère, allô maman, je suis en Allemagne. Elle a dit, comment t'as fait pour aller en Allemagne? Donc oui, je pense que et aussi quand tu amènes de l'argent, Oui. parce que tu as bossé pour une, Tu as travaillé. oui, tu as travaillé pour une multinationale ou bien je sais pas, comme récemment, j'ai été movement director pour un projet de Pharrell Williams avec Adidas. Désolé pour la pub. Il n'y a pas de problème. Oui, avec Pharrell Williams et Gabriel Moses. Ces projets-là rapportent en argent, mais aussi rapportent en termes de notoriété. Bien sûr. Donc oui, je pense que dès lors que tu as toutes ces choses-là qui viennent, eux, ils oublient, surtout quand tu amènes l'argent, la famille africaine, ils oublient. Ils oublient. En fin de compte, c'est pas n'importe quoi. Oui, oui. Ou bien ils savent que tu es parti en France ou ils disent ouais, ils commencent à comprendre. Mais justement, toi, comment ça se passe? Comment t'as fait? Donc, t'as continué tes études pour en arriver là? T'as arrêté tes études? Tu as juste fait des graffitis et ça, c'est arrivé comme ça? Comment est-ce que t'en es arrivé un peu à là? Alors, moi, je dirais que oui, mon cousin Deep encore une fois. Après, ma mère aussi a beaucoup aidé en termes de patience, en termes de direction, etc. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis décidé que je pouvais pas aider conséquemment parce que j'étais vraiment au fin fond du problème. Aider la famille? Aider la famille parce qu'elle est proche. D'accord. On sait comment c'est difficile au Sénégal, surtout dans une famille sénégalaise qui vit dans la banlieue, où il n'y a pas assez de fonds, où il n'y a pas assez d'argent, etc., etc. Donc, tu es tellement proche du problème que tu es submergé par le problème. Tu peux pas aider. Tu vis avec. Et tu vis avec. Donc oui, moi je pense que je vais raconter mon histoire par rapport à la jeune génération. Quand tu es dans en phase avec ces problèmes-là, vaut mieux quitter. Quitter, reculer pour mieux sauter. Quand tu dis quitter, tu parles de quitter l'école? Quitter la maison. Quitter la maison. Quitter la maison. Parce que tous les jours, il va falloir que tu amènes quelque chose, que tu dis, le courant, on l'a coupé, etc., etc. Et ça, c'est des réalités sénégalaises. Ou bien, il n'y a pas assez de riz, etc., etc. Et là, dès que tu quittes, là, tu vas être seul face à toi-même et tu vas créer ton legacy, tes expériences, ton argent, et là, tu peux revenir. Mais sinon, donc moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté la maison familiale. Très jeune. D'accord. 18 ou 19 ans. Ça n'a pas posé de soucis? Oui, un peu, oui, c'est normal. Ouais. C'est normal, c'est très difficile. Oui, parce que comment tu fais pour partir d'une famille un peu... T'es jeune? Oui, t'es jeune. Mais il faut toujours rester en contact, etc. Ils savent que tu es entre de bonnes mains. Oui, j'ai fait ça. Et après, j'ai eu à travailler au journal LAS, où j'animais une rubrique appelée Une image vaut 1000 mots, que beaucoup de gens connaissent entre 2009 et 2011 ou 2012. Et par la suite, Gaëlle Samb, édition Vivois, a découvert mon travail et elle m'a invité dans Dakar et moi, où j'ai été le plus jeune photographe dedans. Par la suite, il y a eu tellement de publications, que ça soit musique sénégalaise, Dakar Nuit d'artistes, etc., etc. Donc ces gens-là, ils m'ont découvert, mais aussi la scène culturelle sénégalaise, qui, pour moi, je trouve, qui est magnifique, Raw Material Company, où je me suis formé, où j'ai participé dans une formation de commissaire d'art avec ICI et Raw Material Company en 2016, et également aussi d'autres acteurs culturels comme Aïcha Dem, qui ont écrit sur moi, Ken Aïchassi, qui est actuellement la directrice de la galerie Le Manège, et directrice pôle art visuel et cinéma au niveau de l'Institut culturel, l'Institut français. Mohamed Sissé, qui m'a mis dans un projet récemment avec l'Institut culturel italien, etc., etc. Donc oui, il y a tous ces gens-là, et même les collaborateurs qui sont des stylistes, etc., qui nous donnent beaucoup. C'est vraiment une communauté. On n'a pas pu le faire seul, quoi. Donc, tous les gens qui disent que oui, je l'ai fait seul, moi, je suis pas dedans. Moi, je l'ai fait grâce à une communauté, grâce à Cheikh Oumar Ndao, au journal LAS, qui m'a dit, toi, tu as ton bac,
tu vas écrire au lieu de faire seulement la photo. Donc oui, j'ai commencé à écrire pour le journal LAS. Et puis après, par la suite, avec Milkos de la marque Niofar, on a créé DM Media avec le peuple sénégalais.net qui était un portail d'information. Et par la suite, on a fait pas mal de projets avec récemment le livre sur la mode, Natangé, etc., Ami Collé, et pas mal d'autres projets où on travaille aussi avec des multinationales qui sont là. On va pas faire de la pub pour eux, mais oui, tout ça là, c'est grâce à l'abnégation, mais aussi grâce à une communauté assez solide. Ok. Oui. Moi, ce que j'entends, Djibril, quand tu dis tout ça, c'est que tu as quitté, grâce à la photographie, tu t'es dit, je vais travailler un peu, ça va me rapporter un peu d'argent. Ouais. On t'a repéré, du coup, on t'a dit, bah tiens, écris, parce que t'as fait le bac, donc t'as quand même un niveau, donc écris. Ouais. Et j'entends beaucoup de reconnaissance et d'humilité, dans le sens où tu te dis, je suis reconnaissant parce que j'ai pu faire beaucoup de choses qui m'ont amené là, qui m'ont emmené là, qui m'ont amené là. Mais à chaque fois dans ton discours, indirectement, tu remercies toutes les personnes de ton passage qui t'ont accompagné. Et on sent que c'est important pour toi. Oui. Ce chemin-là, il a été vraiment semé de, je sais pas si c'est des mentors, mais de mentors qui t'ont accompagné jusqu'à arriver aujourd'hui où est-ce que tu es aujourd'hui. Et on sent que ça, c'est quelque chose vraiment qui t'a façonné. Et jusqu'à maintenant, tu vois, tu me parles de personnes, j'imagine que le monsieur Delas, ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans même que tu l'as connu et qui t'a accompagné, mais tu en parles comme si tu avais accompagné hier, quoi. Donc absolument. C'est important d'avoir comme ça des personnes qui t'accompagnent. Absolument. Pour moi, l'accompagnement, il est important, mais aussi la reconnaissance, elle est importante. Moi, je peux pas dire que j'ai tout fait, ou bien si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à ma bravoure, ou bien grâce à mon intelligence. Non. Un peu quand même. Oui, quand même. Il faut se donner un peu de... Oui, ça c'est vrai. Mais aussi des gens qui m'ont beaucoup aidé, ma femme, Philly. Philly qui a été patiente parce que on le sait, on est dans des métiers parfois aléatoires où aujourd'hui tu peux gagner une campagne de, je sais pas, qui va te rapporter 30 000, 40 000 dollars, et puis tu restes un an sans rien avoir, à part si t'es artiste comme moi et que parfois tu vends des œuvres. Donc oui, moi je pense que il est important de remercier tous ces gens-là, mais aussi il est important de faire le travail nécessaire et je pense que moi je suis toujours, je crois foncièrement à la formation. Donc, je me forme toujours, même si je suis formateur. Je suis formateur dans pas mal de projets ici à Dakar, mais aussi, on a une initiative qui s'appelle les Ateliers des récalcitrants. Et récemment, on a travaillé avec Banlieue Wake Up, avec Shaim, au niveau de Diamaguène Kambao, pour former ces jeunes-là dans les métiers de l'économie créative, dans tout ce qui est legal terms, avec Bara Djokhane, dans tout ce qui est art et culture avec Wagan Gay, design thinking avec Milkos, la photographie avec Bizenga. Et moi, parallèlement, je me forme toujours. À chaque fois qu'il y a des formations qui sont ouvertes, j'y vais, je me forme parce que pour moi, c'est important de toujours se former. D'accord. Donc effectivement, tu as peut-être arrêté l'école après le bac. Mais t'as pas arrêté d'apprendre. Non, t'as continué à apprendre tout le temps. J'ai continué. J'ai fait une année sabbatique d'1 an. Et par la suite, j'ai intégré l'ISIC, l'école de journalisme et communication, avec Abdoulatif Koulibaly, où j'ai eu une licence en journalisme communication, option RP. Et par la suite, des formations en métier, ICC, etc., que je continue de faire toujours. Donc aujourd'hui, tu as un pur produit en disant, voilà, venir de banlieue, venir d'un environnement qui n'est pas forcément les plus favorables, économiquement, je parle, c'est pas forcément un frein pour réussir au Sénégal ou pour évoluer. On peut toucher son rêve, ou même atteindre son rêve et atteindre les idées qu'on a en tête, même si on vient de là. Il suffit juste, toi, d'y croire. D'y croire, d'être aussi talentueux, parce que tu l'es, faut pas l'humilité, faut pas non plus. Et aussi la formation que tu continues, tu continues à apprendre, et aussi les mentors.
tout au long de ta vie comme ça, Ouais. qui t'accompagnent. Ouais, ouais. Et puis tu rends aussi l'appareil en faisant des formations, Oui, un peu. Oui. C'est un peu rendre l'appareil. absolument, Ouais. absolument, absolument. Et on le fait un peu partout en Afrique. On l'avait fait en Guinée, au Mali, et souvent aussi quand on rencontre des gens à l'extérieur, parfois même, ils peuvent être des formateurs en ligne, etc., etc. Oui, je pense que Jamagan m'a beaucoup aidé à être résilient, Mhm. mais aussi à comprendre que pour réussir dans la vie, il faut éviter les mouvements de masse. Mhm. Et que quand j'étais à Jamagan, j'écoutais très souvent Abdel Malik. Mhm. Et Abdel Malik, que j'ai rencontré parce que je faisais un gig. J'ai travaillé pour Vogue Japan, Ouais. pour le truc de Chanel, et qu'on a partagé le même Incroyable. bateau. Alors que quand j'étais à Jamagan, je devais avoir 13, 14 ans, 15 ans, Mhm. j'écoutais une de ses chansons, il dit « Circule petit, circule, sinon tu resteras petit. Petit, tu sais, beaucoup sont morts parce qu'ils voulaient être raccord avec le décor. Et moi, j'ai jamais voulu être raccord avec le décor. Mhm. Parce que sinon, tu meurs. Oui, Tu meurs. bien sûr. Tu meurs. Et à Jamagan, malheureusement, il y avait le fora où tu peux aller et vendre de la viande et avoir de l'argent, après être dans tout ce qui est la drogue, etc., etc. Et moi, j'ai jamais touché. L'effet de masse, c'était pas L'effet pour de toi. masse, c'était pas pour moi. Mm. Je jouais au foot parfois. Bien sûr. Oui, comme tous les jeunes. Mais après le foot, moi, je rentre à la maison. Ou bien je vais voir même les mentors. À l'époque, j'allais très souvent chez un gars qui s'appelle Pape Alune. C'était un barbeux. Et Pape Alune, il était plus vieux que moi. Donc, ces mentors-là, jusqu'à présent, moi, j'ai ces mentors-là. J'ai Ouais. un mentor que j'ai rencontré à Los Angeles et il doit avoir peut-être 80 ans. Et c'est important pour la jeunesse d'avoir ces mentors-là parce que eux, ils sont déjà passés Ouais. dans ces choses-là Bien sûr. qui sont parfois difficiles, mais souvent sont pas difficiles parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit, ben ça c'est normal parce que on sait tous que au cours de la vie d'un humain, il y a parfois des hauts et des bas, que ça soit moralement, mentalement, Oui. physiquement. Et comment les gérer, il te faut des mentors. Il te faut des mentors. Donc oui, pour moi, Jamagan, ça m'a beaucoup forgé. Moi, parfois, j'y retourne, comme récemment avec les formations. Je salue Shaim de passage et je trouve qu'il fait un travail remarquable au niveau de Jamagan. Mais oui, je revois des gens avec qui j'ai fait l'école et qui finalement sont sombrés dans des choses. Et je me dis que c'est seulement l'accompagnement, mais aussi il faut comprendre, il faut éviter le mouvement de masse. Ouais. Parce que le mouvement de masse, ça tue la singularité, ça tue également tous tes rêves. Parce que la masse, elle est folle. Ouais. 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 Donc, il y a plusieurs choses, moi, qui jouaient dans ma tête, mais je vais y aller crescendo. Ouais. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que tu as remercié ta femme. Oui. Et c'est très bien en Oui. disant, je remercie énormément ma femme parce Ouais. qu'elle m'a aussi accompagnée. Oui. Donc, tu es marié, Oui. tu as des enfants. Oui. D'accord, donc tu vis en famille ici. Oui. Et donc ta femme était ici aussi ou c'est une... Alors, je remercie ma femme Filigay qui est là, qui m'écoute et qui nous regarde, qui aujourd'hui m'a donné 2 filles Ah, super. magnifiques, Almaz qui a 9 ans et Aïssatou qui a 6 ans. Et on était ensemble, on s'est rencontrés ici. D'accord. Et puis c'est parti 2014. Quand tu dis on se rencontre ici, ça veut dire qu'elle À Dakar. qu'elle n'est pas d'ici, Elle n'est pas de- d'ici, mais sa famille est d'ici quoi. Elle est d'origine. Elle est d'origine sénégalaise. Quoi, c'est... Ouais, elle est d'origine sénégalaise, mais c'est une américaine. D'accord. Elle est née là-bas. Elle est née là-bas. Elle est née à New York et a grandi à Los Angeles. Ok. Donc on s'est rencontrés ici. Et après, on s'est mariés en 2014. On a eu 2 filles. Almaz, la première, en 2016, on est parti aux États-Unis, où on est resté 4 ans. Mais elle est rentrée plus tôt que moi. D'accord. Et elle travaille actuellement dans une raw material company en tant que curator of program. Et avant ça, elle a eu à travailler à l'école américaine où elle a été la première directrice du centre de performance d'art D'accord. qui
qui doit être l'un des meilleurs centres de performance d'art, même au Sénégal, mais qui est juste pour l'école américaine. Et après ça, elle a rejoint Raw Material Company, où elle fait un travail qu'elle a tout le temps fait avec moi, c'est-à-dire à aider les artistes à se structurer, mais aussi à structurer leurs idées, à structurer aussi leurs projets. Et actuellement, elle est là avec moi. Donc, je la remercie. Merci, Philippe. Merci pour ça, ça me touche. Très bien. Donc, du coup, ta femme, donc, elle était aux États-Unis, elle est venue ici vous vous êtes rencontrés ici, et ensuite, vous êtes allé aux États-Unis. Donc, ça veut dire que tu as quitté le Sénégal, et donc tu as vécu à l'extérieur. Oui. Donc, tu as vécu à l'extérieur avec tes enfants. Oui. D'accord. On était partis, à la base, alors, Philly et moi, on s'est rencontrés ici à Dakar, en 2014, parce qu'elle bossait sur un projet de art aussi. D'accord. Et nous, à l'époque, on avait le peuple sénégalais.net, et on rédigeait beaucoup des articles sur l'art et la culture au Sénégal. Et du coup, c'était pour la promotion, on se rencontre. Et quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai su que c'était elle, quoi. T'as eu le coup de foudre? Oui, coup de foudre. Je suis tombé des nues. Et oui, après ça, on s'est mariés, et puis on a eu Almaz la première. On a décidé de partir aux États-Unis ensemble. Et pourquoi? Je pense que là-bas, c'était je pense que c'était la famille. On voulait y aller en famille. D'accord. Juste découvrir. Pas s'installer? Pas s'installer. Ok. Pas s'installer vraiment. D'accord. Découvrir. Mais on n'était pas intéressés. Elle n'était pas intéressée pour s'installer. Moi non plus. Malgré le fait que ce soit une Américaine. Oui. Qu'elle ait la double culture. Oui. Elle, son but, c'était vraiment de rester. D'ailleurs, c'est elle-même qui a décidé de rentrer plus tôt que moi. D'accord. En 2018. Ouais. Et après moi, j'ai suivi en 2019. Je me souviens, j'étais rentré le jour d'une demi-finale de Coupe d'Afrique, Sénégal et Tunisie, je pense. Ouais. Oui, elle a décidé de rentrer. D'accord. Et après moi, j'ai suivi, quoi. Mais oui, les États-Unis, l'expérience des États-Unis, moi, je l'ai vécu parce que je l'ai vécu d'une manière où je voyageais très souvent en Afrique encore. Donc, à chaque fois, il y avait des expos, que ça soit à Addis Abeba ou bien des projets à Accra, et je quittais les États-Unis pour aller en Afrique. D'accord. Oui, et aussi, j'ai eu à faire des expos là-bas. Ok. Et également, une de mes meilleures ventes en termes d'art aussi là-bas. Et beaucoup de mes clients, pour mon art aussi, ils sont des Américains. D'accord. Sont des Américains. Donc, en fait, du coup, tu as l'expérience du Sénégal, de l'Afrique. Ouais. Tu as l'expérience des États-Unis. Tu as exercé ton art dans les deux continents. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux comparer les opportunités que tu peux avoir là-bas, celles que tu peux avoir ici, et aussi les défis que tu peux avoir là-bas et que tu n'as pas ici, voilà, vice-versa. Oui, en termes d'opportunités, on sait tous que les disposable income, c'est-à-dire l'argent à flot, c'est au niveau des États-Unis. D'accord. Tous les artistes qui veulent vraiment faire exploser leurs chiffres ou bien leurs prix, d'habitude, ils vont aux États-Unis, que ce soit les grands artistes, El Anatsoué, Abuja, qui est un ami de la Côte d'Ivoire, Amaoko, d'autres artistes qui sont très cotés au niveau international. Ils sont partis aux États-Unis et ça a fait boom. Donc oui, moi je pense que les opportunités aux États-Unis, on n'en disconvient pas. Financière. D'accord. On n'en disconvient pas. Et je sais que tôt ou tard, à un moment donné, j'aurai une résidence là-bas pour faire une résidence, parce qu'avec l'art, souvent, il y a des résidences artistiques. L'artiste part quelque part pour développer ses œuvres et puis faire une restitution ou une exposition. Et ça va se faire, c'est sûr et certain, dans un avenir proche. Mais oui, mais sinon, c'est très difficile, les États-Unis. En termes on le sait tous, on a tous vu les vidéos de George Floyd, on a tous vu souvent les vidéos sur le net, comment le noir il est traité, que ça soit en France,
ou même aux États-Unis. D'ailleurs, en France même, j'ai eu un truc pareil avec mon grand frère Ahmed quand je suis parti. Vite fait, en un temps record, j'ai même pas compris c'était dû à quoi. Mais oui, il y a ces On t'a arrêté? oui, Ouais. oui, on m'a arrêté, on nous a arrêtés en plein Ramadan. Le mec il nous demande, oui, vous avez quoi? Ça sent la stupe. Alors que c'était en plein Ramadan. Ouais. Deux mecs qui fument même pas. Ouais. Parce qu'on était dans une belle voiture. On est beau, machallah. Machallah. Ouais. Et oui, donc oui, les États-Unis, c'est ça les inconvénients. Ouais. Et pour moi, ces inconvénients-là, malheureusement, ils sont partout. Mais il faut juste rester fort. Il faut juste rester fort mentalement, psychologiquement, pour braver tout ça et faire ce qu'on doit faire pour développer nos communautés. Donc, en tant qu'homme noir, c'est compliqué C'est très compliqué. à l'étranger. Oui. En comme noir. Oui. Surtout. Ouais. Oui. Tu sens que vraiment. Oui. En termes de créativité, ta source, vraiment, elle vient d'où? Bah, ma source, elle est africaine. Elle est là. Oui, elle est là. T'es plus créatif quand tu es au Sénégal? Oui, Ouais. ça c'est sûr et certain. Et en même temps, j'ai ce projet-là, Léonel, qui existe depuis 2010. Ce fameux projet. Oui, oui, où je documente les gens pendant les fêtes de Korité et de Tabaski. Et ce projet-là, c'est seulement qu'ici que je peux le faire. Et aujourd'hui, ça fait partie de la pop culture sénégalaise où beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes, beaucoup de photographes le font ici à Dakar. Donc, au-delà de ça, mon inspiration, c'est l'Afrique en général. Oui. Donc, pendant que j'étais aux États-Unis, à chaque fois que je voyageais, je venais soit en Afrique, c'est là-bas où je créais. J'étais beaucoup plus créatif. Mais on sait que pour le disposable income, encore une fois, c'est aux États-Unis. Ceux qui ont les rênes de l'art, ils sont aux États-Unis. Mais il faut faire le travail pour pouvoir toucher à tous ces gens-là. Et ça se fait. Il y a les expos. Il y a aussi tout le temps de la presse, que ça soit, j'ai été dans Washington Post, j'ai été dans RFI, j'ai été dans Numéro Art China, le dernier Numéro Art China, et pas mal d'autres trucs de presse et aussi des critiques qui vont écrire sur son travail. Et tout ça là développe pour que ton art puisse être, pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de valeur. Donc, en résumé, le projet de Wenel, qui est un projet depuis 2010, c'est le projet des photos que tu prends pendant la fête de Korité, qui avait fait un énorme succès, qui est vraiment, comme tu dis, la référence photographique au Sénégal quand c'est l'heure de la Korité. Mais bizarrement, c'est ça aussi qui t'a aussi exporté à l'international. Absolument. Donc, c'est grâce à ces photos-là, effectivement, que aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, on se dit, mais c'est magnifique ce qu'il fait. Donc, tu exportes en même temps la culture sénégalaise et avec un impact, avec une créativité qui touche, en fait, au-delà des frontières. Absolument, absolument, absolument. Oui, pour moi, ça c'était parce que j'ai été consistant aussi. Constant dans ce que je fais. Constant pendant que personne ne regardait. Depuis 2010, je fais. Et en 2000, je pense que le projet qui a été le plus vu, encore une fois, je vais remercier encore ma femme Philly Gay, parce que c'est elle-même qui avait décidé d'organiser ces photos-là et de les envoyer à Afropunk. Donc, quand elle a envoyé à Afropunk, et que aussi qu'elle avait déposé au niveau de, comment on appelle ça encore, Addis Photo Festival en Éthiopie avec Aïda Mouloune. D'ailleurs, je vais exposer plus tard cette année au Africa Photo Fair avec Aïda Mouloune. C'est quand elle a envoyé ça que ça a fait un tollé et que tout le monde a commencé, parce que la distribution aussi, elle est importante. Et comment on commissarie les œuvres et les photos. Donc oui, je pense que ça m'avait, ça a beaucoup aidé aussi. Le fait que Philippe ait pu prendre son temps pour mettre en valeur et les montrer aux bonnes cibles. Rédiger un texte, etc., c'était elle. Donc oui, le DNL par la suite, beaucoup d'autres photographes m'ont demandé à emprunter, ils l'ont fait, que ça soit ici, que ça soit même à l'international.
Et maintenant, ça s'est exporté un peu partout, même en Afrique. D'accord. Au Mali, il y a même un photographe qui le fait, et qui le fait très bien, et que j'adore ce qu'il fait. Il s'appelle Visual by Penzio, ou Ponzio, quelque chose comme ça. Oui. Donc, oui. D'accord. Ouais. Donc, les États-Unis, donc tu y étais pendant quelques années. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Tu t'es pas dit, bah tiens, justement, tu me dis, économiquement, c'est là-bas, c'est Ouais. là-bas que ça se passe. Ouais. Pourquoi tu reviens au Sénégal? Alors, pour moi, à vrai dire, ça n'a pas beaucoup marché aussi économiquement. Genre, même si je faisais des expos, je gagnais de l'argent. Ouais. Tous les projets que je gagnais, la plupart du temps, c'est quand je revenais ici. Ah, Alors, une anecdote, je pense en 2018, je quitte Los Angeles. Et on sait que Los Angeles, c'est le Silicon Valley, il y a Facebook, il y a tous ces gens-là. Et je rentre sur Dakar et j'ai été approché pour travailler sur un projet de Facebook. Alors que ces gens-là, ils sont à côté de moi. Mais je peux pas les rencontrer, je peux pas travailler avec eux. Donc oui, les opportunités, elles ont été toujours là. d'accord. Comme, comment il s'appelle encore, la compagnie qui a le pingouin depuis qu'ils existent à Dakar. Je fais leurs photos. D'accord. Et ça, c'est parce que je suis rentré, je suis revenu. D'accord. C'est parce que je suis revenu. Donc, aussi, et pas mal d'autres boîtes qui sont là, quoi. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, tu es parti, Oui. tu as vu les opportunités là-bas, Ouais. tu as vu qu'économiquement, potentiellement, c'est bien là-bas. Ouais. Mais aujourd'hui, toi, ce qui t'a fait vivre et ce qui t'a fait, en gros, gagner tes plus gros marchés, Oui. c'est quand tu es revenu au Sénégal. Oui. Donc, c'est le Sénégal Ouais. qui est aujourd'hui ta terre d'opportunité Absolument. et qui a été vraiment le pays qui t'a permis d'arriver où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui. Oui. Oui. D'accord. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup ton côté très clair, dans le sens où l'art, c'est bien, c'est ma passion, mais c'est pas ça qui me fait vivre à 100%. Voilà. Il y a des choses qu'il faut que je fasse à côté pour compléter. Et je trouve ça... merci pour ça, parce qu'au moins, tu vends pas du rêve. Oui. Tu Non. vois. Non. Et pour moi, c'est très important Ouais. de donner ça aux personnes qui écoutent. Ouais. Le but, c'est vraiment d'être authentique et de pas vendre du rêve. En Ouais. disant, oui, effectivement, comme tu as dit, tu as eu des gros cachets de 30 000, 40 000 dollars. Ouais. Tu as fait un coup l'année. Ouais. Mais peut-être que le reste de l'année, bah, tu vas peut-être faire des photographies commerciales Oui. pour pouvoir justement vivre. Tu as une famille, Oui. des enfants. Absolument. C'est pas, Les factures n'attendent pas. les voitures n'attendent pas. Ouais. Donc ça, c'est important aussi que tu le dises aussi en disant la vie, c'est pas ce qu'on montre dans Instagram. Non, non, non. Ouais. Non, 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 non. La vie, c'est pas Instagram. C'est pas les belles plages de Cotonou. Ouais. C'est pas pas la que ça. corniche. Ouais. La corniche de Dakar. Ouais. Non, 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 non. Ouais. C'est pas aussi Dirty December de Accra. Voilà. Donc, il y a tous les jours, on est confronté à des challenges, que ça soit familial, que ça soit financière, que ça soit économique, que ça soit mental, que ça soit etc., etc. Et il faut les vivre, il faut les expérimenter, il faut aussi les prendre avec foi et se dire que il faut être débrouillard. Et moi, je suis très fier de toi aussi. Je suis très fier de toi que tu fasses ça, ce projet de rêve-là, mais aussi que tu aies ta famille, que tu travailles aussi de l'autre côté, etc. Parce que il faut pas oublier ses rêves. Ouais. Il faut pas oublier ses rêves. Ouais. Ouais. Donc on peut faire les deux, on peut faire et on doit travailler Ouais. parce que ça fait partie de la vie, c'est la vraie vie. Oui. Mais aussi à côté, on peut essayer de pousser nos rêves et l'environnement n'est pas bloquant. C'est pas parce que tu as été aux États-Unis que tu as plus réussi que si tu étais au Sénégal. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que là, tu es revenu Oui. et là, tu es revenu pour de bon. Oui, Ouais. je suis revenu pour le bon. Je suis revenu pour le bon. Ouais. Tous les projets que je fais d'habitude à l'extérieur, c'est des voyages et je reviens. D'accord. Donc, chaque année, je voyage. Je pense que cette année, le dernier voyage que j'ai fait, c'était au Bénin. Ouais. Et depuis, je me suis un peu calmé. Ouais. Mais bientôt, je vais reprendre les voyages. D'accord. Et souvent, c'est des résidences artistiques ou bien c'est des projets artistiques. Récemment, en décembre dernier, j'étais aussi à Londres, où j'ai une certaine représentation avec mon art, mais aussi
avec aussi des projets commerciaux où je travaille avec une boîte qui fait de la représentation ou par exemple si un hôtel veut décorer ses bureaux ou bien ses hôtels, ils vont mettre des œuvres, disons si c'est 100 hôtels à travers le monde, ils vont prendre une œuvre et la mettre dans 100 hôtels, 100 établissements, ce genre de choses-là. Et aussi les résidences artistiques que je fais, quoi. D'accord, super. Ouais. Et tes enfants, élever des enfants, c'est mieux où? Au Sénégal? Parce que t'as fait ça là-bas aussi, aux États-Unis? Bien sûr que c'est 1000 fois mieux ici au Sénégal. 1000 fois mieux ici au Sénégal. Parce que tu as encore le support system. Ouais. Tu as les tantes qui vont dire, oui, est-ce que on peut les avoir pour deux jours? Tu as les grands-mères qui vont vouloir tout le temps les avoir. Tu as aussi la famille et l'école et disons les aides. Parce que dans nos familles, on a tous ces aides-là qu'on peut pas avoir en Occident parce que c'est hyper cher, mais aussi c'est hyper compliqué avec tout ce qui est legal, etc., etc. Donc oui, moi je pense que c'est 1000 fois mieux de s'occuper de ces enfants ici au Sénégal et de les laisser grandir ici. Aussi, ils sont moins exposés. Oui. Ils sont moins exposés parce qu'on sait comment c'est difficile de ne pas être exposé en Europe ou en Occident ou aux États-Unis. Les protéger un peu plus. Oui, protéger beaucoup plus. Ou ta mère te hoste le ton et tu appelles les services pour dire maman m'a crié dessus. Ben oui, moi je pense que c'est mieux ici. D'accord. Ouais. D'accord. Et en plus, ils sont polyglottes, tes enfants. Ils parlent plusieurs langues. Donc ça, c'est parce que tu es aussi ici. Tu as l'environnement où ta femme parle anglais. Du coup, c'est son origine. Oui. Toi, tu parles anglais très bien aussi. Oui. Français. Mieux qu'avant. Oui, il faut. Français, pour quelqu'un qui est né ici, qui parle beaucoup. Il y a Assou qui me disait tout ça, elle disait quoi même? Avec ton anglais de Molière là, Djibril, ce français-là, on l'utilise plus. C'est caduc. Mais tu le parles. Ouais. Français et Wolof. Ouais. Donc tout ça, elle le parle d'une manière fluente. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, c'est parce qu'elles sont ici. C'est parce qu'elles sont ici, mais aussi parce que moi, je parle à la maison, je parle Wolof. D'accord. Tu parles Wolof avec les enfants. Je parle Wolof avec les enfants. D'accord. Leur maman leur parle anglais. Et puis français à l'école. Et parfois aussi, je parle français avec elle, oui. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut avoir quand on est au Sénégal. C'est ça. Donc, en termes de qualité de vie, il y a pas photo. Oui. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et c'est bien de le faire, c'est que il y a beaucoup de solidarité, j'ai l'impression, dans le monde artistique. Oui. Parce que tu dis, j'ai travaillé avec lui, qui est dans ce domaine-là. J'ai travaillé avec cette personne qui est dans ce domaine-là. Ouais. Donc, tu sens que vous êtes quand même, en tout cas au Sénégal, un clan artistique qui est quand même solidaire. Oui. Alors que bizarrement, on pourrait dire, c'est les clans artistiques où les gens doivent se tirer les pattes, etc. Non. On sent quand même une certaine solidarité et une certaine bienveillance entre vous. Absolument. Par exemple, à l'époque, au fait, il y a de cela 10, 15 ans, on avait un collectif qui s'appelait Art Gang et que souvent les gens ils venaient soit chez moi dans mon appartement à Liberté 6 ou chez Milkos et on discutait de tout, de philosophie, de Sartre, de Fanon, etc. Et tous ces gens-là aujourd'hui, ils sont un peu partout dans le milieu de l'art. Que ce soit les Tchernonian qui a une émission au niveau de la RTS, qui est un juriste, que ce soit Khadija Almaz qui est au niveau de l'UNESCO, que ça soit Sidi Mohamed Kandji qui est avec aujourd'hui Voice, Bizenga, Siaka Sopo-Traoré, etc. Il y en a beaucoup, je peux en citer tellement, qui venaient très souvent dans ces discussions-là. D'accord. Et tous ces gens-là, même si parfois il y avait aussi d'autres clics, même ces gens-là, à l'époque, on collaborait, soit Kenaïcha avec Wahab, elle rédigeait sur nous, ou bien elle rédigeait sur moi-même, et puis vice-versa. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans des situations très bien, et ça continue. Mais aussi, ça continue d'une manière où c'est très respectueux. C'est-à-dire que on n'est jamais, parce que cette personne-là est dans cette position-là, qu'elle doit faire quelque chose.
ou bien qu'elle doit nous amener dans un truc. Non, Voilà, non, non. elle vous doit rien. Elle nous doit rien du tout. Ouais. Et vice versa. Et que j'aime bien nous quand on a fait le magazine Nantanguay. Moi j'ai sélectionné 5 photographes avec une nouvelle génération, Mame Diarra Fall, Ibra Wane, Talagnan, Sidi Mohamed Kandji, qui a accepté de le faire parce que aussi il voulait supporter le projet. Et aussi les designers qu'on a sélectionnés, les Lartisane, Alia Barré, etc., etc. Bizenga comme directeur technique et visuel. Et Khalil qui fait le Djaba, à qui on a fait un article avec des photos et tout. Et pourtant, on pouvait se dire, c'est un concurrent. Mais non, pour moi, il n'y a pas de concurrent. Ouais. Soit on se respecte, on travaille ensemble, soit on se respecte et on travaille pas ensemble. Et puis, souvent ça arrive. C'est qu'on se respecte mutuellement, Bien sûr. mais on travaille pas ensemble. Oui. Mais oui, Vous êtes des confrères. oui, quoi. on est des confrères Ouais. et on se parle, on se voit et Bien tout. sûr, il n'y a pas Donc oui, il y a pas d'animosité. Et pour moi, le milieu artistique sénégalais, quand même, il y a ça au niveau du parcours, par exemple, avec Mauro Petroni et Koyo, et aussi toutes ces galeries-là qui sont autour du parcours, ou bien oui, et il y en a pas mal d'initiatives où on sent que c'est une communauté assez soudée, D'accord. qui vont partout pour voir ce que font les autres, quoi. Non, c'est bien de partager ça, cet Ouais. esprit-là, que je pense que c'est un bon esprit Oui, qui ne peut que faire avancer ouais, et qu'on n'est pas obligé de se tirer Non. dans les pattes Ouais. pour avancer ou pour même vivre de son art. Parce qu'aujourd'hui, tu vis de ton art, oui, une autre personne vit de son art Ouais. Et en toute simplicité Ouais. et vraiment de manière très saine. absolument, Ouais. absolument, D'accord. absolument. Et toi aujourd'hui, avec ton parcours qui est quand même atypique, qui est quand même hors du commun pour un enfant qui vient de la Médina, vraiment, t'es pas le fils d'eux, Oui, t'es le fils de tes parents, Ouais. qui est déjà très bien. oui. Quel conseil tu donnerais toi à un enfant qui te regarde, un jeune du Sénégal qui te regarde et qui se dit qu'il est à peu près dans la même situation que toi il y a quelques années et qui veut vivre de sa passion ou même vivre d'une passion quelconque. Qu'est-ce que tu lui donnerais toi aujourd'hui comme conseil? Alors, moi, je vais lui donner les mêmes mots que j'ai reçus d'Abdel Malik. Circule petit, circule, sinon tu resteras petit. Petit, tu sais, beaucoup sont morts parce qu'ils voulaient être raccord avec le décor. C'est pas la rue en elle-même, c'est pas juste la cité HLM, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, circule petit. Circule petit. Ouais. Ouais. Non, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et parce que c'est important aussi de montrer, parce que moi, le podcast, je le fais aussi pour montrer que, effectivement, il y a des personnes, moi, par exemple, je suis née en France, je suis revenue ici, au Sénégal, j'impacte, mais on peut impacter aussi en étant ici, Absolument. au pays, Absolument. de ne pas avoir bougé et avoir un impact énorme Oui. et aussi, nous, se réaliser complètement ici. Absolument, Ouais, ouais. absolument. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui sont là et qui ont eu des impacts. Par exemple, l'ami de Jamagan, Shaim, qui a organisé récemment Banlieue Wake Up. Oui, il a étudié en France, cinéma. Il fait même plus du cinéma, mais il est tellement impactant dans son quartier et aussi à travers le Sénégal. Amadou Falba de Africulture urbaine, qui a récemment formé beaucoup de jeunes femmes dans les métiers dans les métiers techniques et qui sont soit la lumière ou l'électricité. Elles sortent, elles sont opérationnelles, genre sur le coup. Donc oui, moi je pense qu'il y en a plein qui sont là et c'est possible. C'est possible si on voit aujourd'hui notre président Diomaye. Ouais, c'est un pur produit sénégalais. C'est clair. Ouais, c'est un pur produit sénégalais. Le mec, il disait que lui, il n'avait même pas un bon téléphone à l'époque, il y a même pas longtemps. Et c'est pareil pour moi. Ouais. C'est Philly même qui m'a donné le premier iPhone. Ouais, peut-être dans mon podcast, un jour, le président, c'est jamais. Bien sûr. Non, lui, il va venir. Lui, tu l'appelles, il va venir. Ah, super. Ouais. Et parle-nous un peu de ton actualité. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont tes projets? Oui. Alors, actuellement, récemment, j'ai bossé
On a travaillé sur un projet de court-métrage avec un jeune afro-américain que j'avais rencontré au New York African Film Festival en 2018. Parce que je montrais un film qui s'appelle Lara Bilala, Le Talibé et moi, qui a été sélectionné lors de ce festival-là. Donc, on l'a shooté. Donc, certainement, ça va sortir bientôt. Et en termes d'actualité aussi, la dernière campagne avec l'autre gars avec son logo. Tu veux pas faire la pub? Oui. Avec le logo pingouin? Oui, non, avec le logo du fruit. Ah, ok. Ouais. Le fruit orange? Oui, c'est ça. Désolé, le fruit. Donc oui, ça c'est fait, ça va sortir, ils vont les utiliser un peu partout. Donc il y a ces projets-là commerciaux qui ont été faits, mais aussi je continue toujours à faire des petits projets où c'est pour des magazines de design. Avec ton agence de communication? Oui, avec l'agence de communication, mais aussi toujours ma personne aussi. D'accord. Parce que au-delà de l'agence où il y a l'équipe qui travaille, il y a aussi moi où j'essaie de focus sur mon art. Ok. Et là, je prépare une résidence normalement en décembre. Donc je prépare ça. Il y a aussi également de la recherche que j'ai eu à faire sur les egungun au Bénin que je vais développer bientôt. Donc il y a ces projets artistiques là aussi. Et aussi l'exposition à Grenoble qui finit en septembre. D'accord. Et également une expo à Abidjan au Africa Photo Fair avec Aïda Moulouné aussi qui arrive en octobre prochain. Mais sinon on est là et on s'éclate. Magnifique. Tu t'éclates dans ton art et tu vis de ton art. C'est ça. C'est magnifique. Merci. Et juste un peu pour la conclusion, aujourd'hui, Djibril Dramé, a.k.a. Gadaye. Oui. Si tu te revoyais quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu te dirais? Et qu'est-ce que tu dirais au petit Djibril en disant qui sait pas trop où il va? Ça, c'est une question très deep, ça. Et ça m'est un peu émotionnel, je pense. Je pense que oui, ce petit Djibril-là, je lui dirais que il faut juste rester sur ses rêves, même si c'est loin. Parce que ces rêves-là, moi, je les avais déjà. Je les avais déjà. À 10 ans. Oui, à 10 ans. Même avant 10 ans. Je pense que beaucoup de choses que j'ai fait, et les voyages, et même parfois je marche dans une ville, soit en Europe ou bien en Afrique, et je me dis, mais ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, donc oui, mais oui, j'avais toujours des doutes. Oui, et bien sûr. Pour moi, les doutes là, ils sont restés aussi, parce que pour moi, les doutes, ils sont importants dans la vie d'une personne. Sinon, tu n'évolues pas. Parce que tu as que des certitudes. Et je me méfie toujours des certitudes. Parce que les certitudes, tu tombes, bang. Alors oui, je lui dirais que Djibril, ne t'inquiète pas. Ces doutes-là, ils sont là, mais il faut juste le faire, quoi. Ça va aller. Magnifique. Merci. Ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, merci beaucoup. Merci à ma femme Filigay, mes enfants, à ma famille et aux amis. Et aussi à mon Dara, Masla Koulkouda, à Cheikh Moussa Touré, mon marabout, à tout le monde, à ma famille, à mes frères et sœurs, et aussi à ma famille extended. Élargie. Élargie. T'en fais partie, Astou, à tout le monde. Merci. Merci à toi, Djibril. Merci pour ton partage, pour ta sincérité. Tu as été vraiment transparent et entier, comme tu l'as toujours été. Donc, merci pour la reconnaissance que tu as donnée à tout le monde. Je pense que c'est important et ça fait plaisir. Et continue à impacter, à former et à nous faire rêver à travers ton art. Merci. Merci et à très bientôt, Djibril. Merci, Amati. Merci. Contane. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Djibril Dramé qui nous a partagé avec authenticité son parcours au Sénégal, à l'étranger et son impact à l'international.
au plaisir de vous retrouver dans un autre épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très bientôt.